travailleuses, travailleurs, chers amis. Je voudrais moi aussi vous souhaiter la bienvenue et avant de passer à table, dire quelques mots de la situation politique. Ces 2 dernières semaines, on a vu les chauffeurs de taxis se mobiliser, les chauffeurs de VTC, les éleveurs, les producteurs de lait. Tous défendent leur gagne-pain, leurs conditions de vie. Alors, à quand la mobilisation des salariés, des ouvriers, des employés, des techniciens, des personnels hospitaliers, des enseignants? À quand la mobilisation du monde du travail? Parce que des raisons de contester, nous en avons tous. C'est l'aggravation des conditions de travail, le blocage des salaires, l'augmentation du temps de travail, les petites retraites et bien sûr ce chômage. Et tous les jours, le gouvernement et le patronat en rajoutent. Suppression d'emplois, compétitivité, travail du dimanche, plafonnement des indemnités prud'homales et la casse du code du travail. Depuis près de 4 ans, la politique de Hollande est une longue suite de reniements et de trahisons. Alors, je vous rassure, j'en ferai pas la liste, parce que comme le temps est compté et que le repas risque de refroidir, on va prendre seulement quelques mesures symboliques. Et dans le domaine des trahisons, je reviendrai seulement sur ce qui arrive aux ouvriers de Goodyear, d'Amiens, dont on a un peu parlé cette semaine. Hollande était allé les voir sur leur site à Amiens pendant la campagne de 2012. Il leur avait promis une loi qui devait pérenniser leur site et il s'était engagé, s'il était élu, à les soutenir. Aujourd'hui, l'usine d'Amiens est fermée. La plupart des anciens de Goodyear pointent à Pôle emploi et 8 d'entre eux ont été condamnés en première instance à 24 mois de prison, dont 9 mois de prison ferme, parce qu'au cours de cette lutte qui a duré 7 ans, ils ont retenu pendant 30 heures 2 cadres dirigeants de l'usine de Goodyear. Et dans les symboles, il faut aussi parler de la dernière proposition qui consiste à baisser d'une façon ou d'une autre les indemnités chômage, alors que le gouvernement a lui-même contribué à faire en sorte qu'il y ait plus de 1 million de chômeurs supplémentaires depuis 2012. Eh bien voilà, en début de mandat, Hollande faisait de la lutte contre le chômage sa priorité. En fin de mandat, c'est la lutte contre les chômeurs. Alors oui, des raisons de contester, ce n'est pas ce qui manque. Mais ce qui manque, c'est la confiance en nos forces. La confiance dans notre capacité à réagir collectivement. Eh bien, il faut faire en sorte que les travailleurs retrouvent l'énergie et les moyens de se défendre, l'envie de se défendre. Parce que, quand à l'autre pôle de la société, l'argent dégouline, lorsque les grandes banques affichent 4, 5, 6 milliards de profits, lorsque tous les grands groupes se rachètent à coups de dizaines de milliards et servent des dividendes royaux à leurs grands actionnaires, ce sont des provocations et elles ne doivent pas rester sans réponse du côté du monde du travail. Sur le plan économique et social, il n'y a plus de différence entre le Parti socialiste et la droite. Fillon, Juppé, Sarkozy passent leur temps à dire que Hollande n'a pas de cap, qu'il n'a pas de colonne vertébrale. La réalité, c'est qu'en matière de mesures anti-ouvrières, il les a tous dépassés d'une tête. Et si jusqu'à présent, les dirigeants du PS tenaient à se distinguer de la droite sur le plan sociétal, force est de constater que c'est terminé. État d'urgence prolongé, déchéance de nationalité pour les binationaux. Le PS est allé chercher à droite et même à l'extrême droite les mesures les plus crasses pour opérer ce virage sécuritaire qu'on constate tous les jours. Les attentats de 2015 ont créé une situation politique nouvelle. L'émotion, la peur du terrorisme, les réflexes de repli, le rejet de l'autre se nourrissent désormais pour conduire à plus de racisme et à plus de suspicion. Et tout cela est encouragé évidemment par la montée du Front National, à laquelle répondra de plus en plus le repli identitaire et communautaire.
Cette nouvelle situation est, pour Hollande, une opportunité politique. C'est l'opportunité de se présenter en père de la nation, en rempart contre le terrorisme et contre le Front National. C'est l'opportunité aussi de faire diversion et de ne pas avoir à rendre des comptes justement sur le chômage. C'est l'opportunité pour lui de suivre le vent et de se droitiser. Pour Hollande et pour le PS dans son ensemble, c'est même une nécessité. Parce qu'en menant une politique aussi ouvertement pro-patronale, ils ont sapé les bases de leur électorat. Ils se sont discrédités auprès de l'électorat le plus populaire. Et ils doivent aller chercher dans des couches petites bourgeoises, centristes, voire de droite, une nouvelle clientèle électorale. La gauche, dont le Parti socialiste constitue le pivot depuis près de 40 ans, est en train de mourir de sa belle mort. Et il n'y a pas à supplier les dirigeants du PS de changer de politique, ils n'en changeront pas. Il n'y a pas non plus à s'en émouvoir ou à en être démoralisé, c'est en fait une clarification politique. Parce que cela fait longtemps que le PS ne représente plus les intérêts des travailleurs. Et continuer de raisonner en termes de gauche et de droite ne rime plus à rien. Cette division ne recouvre plus qu'un jeu entre politiciens qui se concurrencent, ça c'est sûr, pour la mangeoire, mais qui se ressemblent profondément. Les véritables frontières politiques sont déterminées par les intérêts de classe, par les intérêts des travailleurs, des exploités d'un côté, et de l'autre par les intérêts du grand patronat, de cette poignée de capitalistes qui décident seuls de toute l'économie et qui traitent les travailleurs comme des pions. C'est pourquoi nous ne participerons, nous, lutte ouvrière, à aucune tentative de recomposition à gauche de la gauche. D'ici la présidentielle, les manœuvres à gauche vont se multiplier. Aujourd'hui, les frondeurs du PS, les écologistes et le Parti communiste tentent de se mettre d'accord sur l'organisation d'une primaire dans l'espoir que la gauche puisse refaire une virginité en se trouvant un candidat autre que Hollande pour 2017. Mais qu'y a-t-il à attendre de ces anciens ministres devenus frondeurs, mais qui ont cautionné la plupart des mesures anti-ouvrières de Hollande? Se fixer pour objectif de ressusciter une vraie gauche, comme le souhaitent Mélenchon et le Parti communiste, est un objectif aussi vague que trompeur. Faut-il rappeler que Hollande, Valls et même Macron se revendiquent toujours de la gauche? Faut-il rappeler que de Mitterrand à Hollande, tous se sont présentés comme des candidats vraiment à gauche et qu'à chaque fois, il y a eu tromperie sur la marchandise? Et faut-il rappeler l'échec cruel de la politique vraiment à gauche de Tsipras en Grèce? Si l'on veut que la politique change réellement, si on ne veut plus de cette fausse alternance gauche-droite, il faut que les travailleurs eux-mêmes interviennent et pèsent à nouveau sur la vie politique en se battant. La politique et la vie des travailleurs changeront si le rapport de force entre les travailleurs et le patronat se modifie, si les travailleurs se lèvent à nouveau pour leurs intérêts. Alors, au lieu de véhiculer des illusions dans des politiciens qui ne méritent pas la confiance des travailleurs, il faut encourager ces derniers à mettre en avant leurs intérêts et leurs perspectives de changer la société, de renverser le pouvoir de ce grand capital qui nous emmène dans le mur. Le recul actuel est matériel, mais il est aussi moral et politique. On le voit au travers de l'emprise croissante du FN et du retour en force d'idées réactionnaires, des pratiques religieuses, des replis identitaires et pire encore, par l'attirance morbide qu'exerce le terrorisme sur une fraction de la jeunesse. Cette montée des idées réactionnaires s'explique par la crise et par l'exacerbation de la concurrence du chacun pour soi. Elle trouve son terreau dans notre société, qui exclut, qui marginalise toujours et encore. Mais elle s'explique aussi par un long recul du mouvement ouvrier lui-même, par l'affaiblissement des milieux militants, des réseaux militants, et par le recul des idéaux portés par le mouvement ouvrier. Aujourd'hui, le FN se développe sur les trahisons et sur les décombres de la gauche.
Les dernières élections régionales l'ont montré. L'emprise croissante du FN dans une région comme le Nord-Pas-de-Calais-Picardie, une région à tradition ouvrière et socialiste, s'explique par la faillite politique de la gauche gouvernementale. Parce que ce sont bien le PS et le PC qui recueillaient il y a peu les voix de cet électorat. Ils n'en conservent aujourd'hui qu'une petite partie. Et parmi leurs ex-électeurs, certains écœurés se sont réfugiés dans l'abstention, mais d'autres, beaucoup trop, se sont mis à voter pour le Front National. Et cette évolution, elle se mesure aussi ici, y compris dans les villes les plus populaires, où le Front National ne cesse de monter. Les électeurs du Front National ne sont pas devenus subitement racistes, et encore moins fascistes. Nous en connaissons tous. Et nous savons que la plupart l'ont fait d'abord et avant tout pour rejeter la politique du PS, pour se venger du PS, parce qu'ils se sont sentis trahis. Et oui, ils ont été trahis. Pendant des décennies, ces électeurs sont restés fidèles au Parti socialiste et au Parti communiste. Et pourtant, ils en ont avalé des couleuvres. Sous Mitterrand déjà, qui avait instauré la rigueur et qui avait fini par encenser la bourse, sous Jospin et ses fameuses ouvertures de capital, mais qui n'étaient rien d'autre que des privatisations et que des ministres communistes ont orchestré. Ce sont les militants ouvriers, syndicalistes ou associatifs qui ont été les plus désarçonnés par les reniements et les capitulations des gouvernements socialistes. Eux, qui avaient convaincu leurs camarades de travail de voter pour la gauche, se sont retrouvés maintes et maintes fois à justifier des mesures qu'ils avaient toujours combattues, jusqu'à ce qu'ils finissent eux-mêmes par se sentir trahis, par abandonner leur activité militante, et pire encore, par perdre confiance dans les idées qui les avaient toujours animés. Peut-être que certains ici se disent que cela n'explique pas tout et qu'il faut être sacrément déboussolé et inconscient pour voter en faveur d'un parti d'extrême droite comme le FN. Oui, c'est vrai qu'il faut être sacrément déboussolé. Mais ce sont justement ces principaux partis de gauche qui ont brouillé les consciences de ces femmes et de ces hommes. C'est le rôle d'un parti ouvrier, d'une direction et des militants de permettre aux exploités de comprendre la situation. C'est le devoir d'un parti ouvrier de dire en quoi ceux qui prétendent gouverner sans remettre en cause le pouvoir du grand capital, le pouvoir de la bourgeoisie et des plus riches sur l'économie, se vouent à servir le système. C'est son devoir de faire découvrir aux travailleurs qui sont leurs amis, leurs faux amis et leurs vrais ennemis. Le PS a joué le rôle inverse, en trompant les travailleurs des décennies durant. Mais le Parti communiste n'a pas non plus joué ce rôle. Le PC s'est construit au lendemain de la Première Guerre mondiale pour relever le drapeau de la Révolution piétiné par le Parti socialiste. Dans ces premières années, en regroupant les travailleurs les plus combatifs et les plus conscients qui avaient été enthousiasmés par la Révolution russe, le PC a contribué à écrire les pages les plus glorieuses du mouvement ouvrier. Mais très vite, tombé sous la coupe stalinienne, il a fini, lui aussi, par s'intégrer au système de la bourgeoisie. Lui aussi s'est mis à entonner que les frontières politiques passaient entre la gauche et la droite, que voter à gauche allait changer la vie des travailleurs. Pendant des décennies, le Parti communiste a été complice de l'imposture du PS. Le mouvement ouvrier s'était aussi toujours battu pour diffuser une conscience internationaliste parmi les travailleurs et pour dénoncer le patriotisme de la bourgeoisie qui cache toujours des visées impérialistes. C'était ce que signifiait le drapeau rouge et l'international. Bien non seulement le PCF n'a pas combattu dans ce sens, mais il a présenté lui aussi le nationalisme, le produire français, les frontières, comme une façon de se protéger de la concurrence, alors que les travailleurs avaient se protéger des capitalistes d'ici, de ceux qui les exploitent. C'est bien qu'aujourd'hui, on est dans une situation où Marine Le Pen peut même se permettre de citer marché pour justifier sa politique de préférence nationale. Alors tout cela a faussé les repères politiques. Cela a contribué à la désorientation de la classe ouvrière que l'on constate aujourd'hui. Le problème, ce n'est pas de ressasser le passé pour ressasser le passé. Il faut que les militants qui n'ont pas renoncé et qui veulent aujourd'hui reconstruire comprennent à quel moment le mouvement ouvrier a dévié. Ils doivent comprendre comment la bourgeoisie s'est servie des partis que les travailleurs s'étaient eux-mêmes construits pour les retourner contre eux. C'est nécessaire pour ne pas refaire les mêmes erreurs.
a été affaibli par ces dévoiements, mais les travailleurs sont toujours là. Et ils sont toujours indispensables au fonctionnement de la société. Ce sont même eux qui font tourner la machine à profit. Eh bien, ils se battront à nouveau. Parce que la lutte de classe, ce n'est pas une invention des révolutionnaires. C'est la vie elle-même. C'est même le moteur de l'histoire. Eh bien, nous plaçons notre confiance dans les travailleurs, dans leur capacité collective à révolutionner la société par le bas. Dans le passé, ils ont prouvé qu'ils pouvaient le faire. Avec la Commune de Paris de 1871, mais aussi avec la Révolution russe de 1917, ils ont fait la preuve qu'ils pouvaient transformer la société, en créer une autre radicalement différente, basée sur la propriété collective. Une société sans patron, sans la domination de l'argent et du profit, une société et une économie d'abord organisées pour répondre aux besoins de toute la population. Eh bien, en sachant tirer toutes les leçons de leur expérience, de leurs succès et de leurs échecs, en renouant avec le meilleur du mouvement ouvrier, celui qui leur a fait gagner de grandes batailles, les travailleurs feront à nouveau progresser toute la société. Donc, vous l'aurez compris, il faut reconstruire. Il y a un tas de choses à faire. Avec la montée du FN d'un côté, le terrorisme de l'autre, tout concourt à exacerber le racisme, la méfiance et le rejet de l'autre. Et ce sont là des éléments d'un engrenage mortel. Mais encore une fois, cette évolution réactionnaire, encouragée d'ailleurs par tous les partis qui se targuent d'être républicains, est la conséquence de décennies de recul du mouvement ouvrier. Elle provient du recul de la conscience de classe. Il faut donc contribuer à ce qu'elle renaisse. Et cela passe par la renaissance d'un parti qui, sur tous les événements, prenne position du point de vue des intérêts des travailleurs et d'un point de vue de classe. Contre les divisions semées dans la classe ouvrière d'ici, il faut affirmer la conscience de nos intérêts communs, par-delà la diversité de nos métiers, de nos origines, de nos statuts. On nous rabâche que notre identité dépend de notre origine, de notre nationalité ou de notre confession. Mais un aspect essentiel de notre vie et de notre identité, c'est que nous sommes des travailleurs, des ouvriers, des employés, des gardiens, des aides-soignants, des caissières, des enseignants, que l'on soit au travail ou que l'on soit au chômage, nous faisons partie d'une seule et même communauté, celle des travailleurs et des exploités. Contre la guerre et les bombardements sur la Syrie et l'Irak, il faut affirmer que le terrorisme est le fruit pourri de l'impérialisme. Le chaos qui règne dans ces régions, Daesh qui exerce une des dictatures les plus féroces, sont le produit des rivalités, du pillage et de l'oppression des grandes puissances, des États-Unis, de l'Arabie Saoudite, du Qatar, de la Russie, mais bien sûr de la France aussi. Avec leurs bombes et leurs manœuvres actuelles, ils vont créer de nouveaux monstres. Alors à bas la politique impérialiste et les interventions guerrières de la France. Contre le sort inhumain qui est fait aux migrants, il faut affirmer, pour tous les exploités, la liberté de circulation et d'installation. Les migrants qui ont réussi à traverser la Méditerranée sont des survivants. On ne peut pas accepter qu'ils se heurtent en Europe aux murs et aux barbelés et qu'ils prennent encore le risque de mourir asphyxiés, électrocutés ou d'épuisement en leur assurant la liberté de circulation et d'installation. Il n'y aurait pas de camp, ni à Calais, ni à Dunkerque. Les réfugiés se répartiraient d'eux-mêmes à l'échelle du continent. Ils pourraient s'appuyer sur des membres de leur famille et sur toutes les bonnes volontés qui existent. C'est la fermeture des frontières qui crée le drame humain que l'on connaît aujourd'hui. Si nous acceptons de laisser mourir les femmes et les hommes qui frappent aujourd'hui à nos portes, parce qu'ils ne peuvent plus vivre chez eux, demain, on nous forcera à accepter que l'on abandonne des travailleurs bien d'ici, avec la même indifférence. Eh bien, il faut que les travailleurs
accueille les migrants à bras ouverts et en fasse au plus vite des frères de classe, des frères de combat pour changer cette société de plus en plus inhumaine. Et pour finir, contre l'organisation capitaliste de l'économie, il faut affirmer les perspectives communistes. Nous ne sommes pas condamnés à cette dictature d'une poignée de grands actionnaires. Ils sont à la tête d'un système aussi injuste qu'irrationnel. Il n'y a jamais eu autant de richesses, et pourtant on ne nous parle que de crise, de déficit. On nous met dans le crâne qu'il faut accepter des sacrifices, accepter de vivre moins bien que nos parents, et c'est sans parler de ce qui se passe dans les pays pauvres. Il faut mettre fin à l'obstacle que constitue la propriété privée des moyens de production, des usines, des banques, des transports et des grandes chaînes de distribution, qui empêchent toute organisation rationnelle, collective, humaine de l'économie. La mise en commun des richesses de la société, des moyens de les produire et de les partager, est le sens profond du mot communisme. Ce mot communisme a été dénaturé et transformé en son contraire, mais il est un des mots les plus riches de signification et les plus beaux. Il a surgi des rêves égalitaires de l'humanité depuis des temps immémoriaux. Et les combats passés du mouvement ouvrier l'ont sorti du domaine des utopies et l'ont transformé en projet conscient, celui de mettre en commun nos moyens de production pour maîtriser notre vie sociale. Le chacun pour soi, la lutte individuelle pour la vie, pourrait enfin céder la place à la conscience collective que l'humanité est une et indivisible et qu'elle a les moyens d'assurer une vie digne à chacun de ses membres. La seule force sociale capable de transformer la société dans ce sens, ce sont les travailleurs. Même si aujourd'hui ils sont abattus, divisés et passifs, nous sommes convaincus qu'ils reprendront le combat parce qu'ils n'auront pas le choix. Ni le patronat, ni le gouvernement ne leur fera de cadeau. Comme l'a dit cette semaine un ancien salarié de Goodyear, un de ceux, justement, condamnés à de la prison, nous sommes tous condamnés à nous battre. Alors oui, tôt ou tard, les travailleurs chercheront le chemin pour un avenir meilleur. Eh bien, il faut qu'ils puissent trouver le chemin qui mène vers le communisme.